Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de vous montrer, à travers le portrait, à travers la peinture d'histoire, à travers le paysage français et anglais, on terminera avec le photomontage, comment les uns et les autres se sont directement influencés. On commencera donc par l'impact de la photographie sur le portrait. Quelques caricatures. Daumier n'aime pas beaucoup la photographie, ça manque d'imagination, lui qui est un caricaturiste et un dessinateur hors pair. Et il s'en manque largement dans sa série Les bons bourgeois. Voici un monsieur qui présente son daguerréotype à madame et qui dit ben, « voilà donc quelque chose et tu n'as pas aussi fait faire le mien pendant que tu as été égoïste. » Sauf qu'il aurait fallu quand même qu'elle monte à la capitale pour se faire tirer le portrait. Voici une autre caricature qui montre, c'est un geste très 19e qu'on a eu le temps de voir à plusieurs reprises, c'est le geste perplexe de l'homme qui se suce le doigt. À droite, un artiste peintre qui se trouve être mis au chômage, comme je vous disais tout à l'heure. Quelques chiffres, encore une fois, la Royal Academy en 1830 présente un quart de ses œuvres sont des portraits. En 1858, zéro. Il n'y a plus de portraits à la Royal Academy. Et ça reviendra dans les années 70. Mais cette chute de la production académique dans le domaine du portrait est directement imputable à l'apparition de la photographie. Et voici notre daguerréotypeur avec son chronomètre, n'est-ce pas, pour les 15 ou 20 minutes, ses bouteilles chimiques avec en guise de daguerréotype, enfin de caméra, un canon et ces deux personnages un peu fat, n'est-ce pas, en train de se faire tirer le portrait. Parce que les daguerréotypeurs sont partout. Vous avez ici une excellente caricature du nom de daguerréotypomanie, elle est partout, dans les ballons, dans les trains, dans les photos, tous sont passionnés, une manie, une obsession, se faire tirer le portrait. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention ici, c'est ce qui se passe dans ce carré en bas à droite. Si je fais le gros plan, vous avez une machine infernale, une sorte de salle de torture qui fixe celui dont on va tirer le portrait pendant 20 minutes, parce qu'essayer de rester fixe pendant 20 minutes, c'est pas facile. Et vous avez également ces caricatures de photos, un monsieur à gauche qui a eu quelques difficultés à garder la pose, et à droite, une dame qui a juste éternué. Alors pour éviter ce genre de situation, on va inventer une machine qui va vous fixer le torse ou tout au moins la tête, et il y a toute une série de caricatures ici où le photographe demande très gentiment au monsieur de garder le sourire face à une toile qui a priori devrait l'inspirer. Même chose ici, n'est-ce pas, avec ce geste là encore, la main glissée dans la chemise, très première partie du 19e, avec cet homme fixé par cette machine de torture. Et vous retrouvez également ce couple qui doit garder une pose gracieuse et amoureuse en se donnant la main. Regardez le regard de cet homme, mais quand même, ils ont la tête coincée par l'appareil. L'appareil, le voici, chaise fixant le buste pour la prise du daguerréotype. Donc vous comprenez que c'était des poses difficiles et ne pas cligner des yeux pendant 20 minutes est strictement impossible, donc il fallait retoucher la photo derrière. Et voici la dernière des caricatures. Une famille qui a l'air épanouie pour prendre la photo et le résultat, lui, est nettement moins gai. La photo va quand même très très vite faire des progrès. Le daguerréotype, ça dure 10 ans. Après, avec les découvertes du calotype de Talbot, qui va être plus ou moins forcé au cours des années 60 d'abandonner une grande partie du brevet, chacun améliorant les types d'émulsion, on abandonne le daguerréotype et on passe systématiquement au système de négatif positif. Et il va être amélioré entre autres par Disdéry qui fera une fortune avant de sombrer littéralement. Il avait un studio très riche, une espèce de palais plein de props, comment on appelle ça, des petits objets pour mettre en scène les personnages qui viendront poser chez lui, mais il va faire chuter le prix de la photographie parce que sur un même cliché, il prendra 6 à 8 poses.
Mais il n'empêche que les grands de ce monde viendront se faire photographier également. Je vous ai mis ici un portrait au format carte de visite de Verdi d'une part et de Napoléon III, Eugénie d'autre part. La carte de visite va être partout. Ce sont des petits formats sur le carton sur lequel on va coller des photographies. Vous imaginez bien que quand on est envahi de représentations aussi réalistes au XIXe siècle, il semble que ce soit l'histoire annoncée, une sorte d'épiphanie, une obsolescence annoncée, la fin du portrait tel qu'on le connaissait. Si les images exactes sont connues partout, le portrait peint n'a plus tout à fait lieu d'être, ou alors le marché va être très restreint, ce qu'on verra par la suite. On peut comprendre que la photographie servira de base aux caricaturistes. Ils ne vont pas essayer d'entrevoir tel ou tel profil pour le caricaturer, ils vont travailler à partir de photographies. C'est le cas en particulier pour les caricaturistes de Courbet que je vous montre ici. Il est tout aussi normal que monsieur, j'adore son nom, Félix Tournachon, bien connu, plus connu comme étant Nadar. Nadar, le grand photographe parisien, ami des peintres et des impressionnistes en particulier. Nadar a une collection fantastique de portraits de ses amis et des grands du XIXe siècle, et quand il fait lui-même son panthéon, il va utiliser la photographie. Étant donné qu'il a une procédure de caricature avec ses petits corps et des grosses têtes, l'intégration de la photo ne pose pas de problème. Mais la vraie question à se poser, c'est comment vont réagir les portraitristes et en particulier les grands maîtres du portrait, et je pense à Ingres en particulier. Le voici, Ingres. Ingres, il n'aimait pas le portrait. Le portrait, pour ces grands peintres académiques, c'est leur gagne-pain. Et d'ailleurs, il dit à propos des portraits qu'il va faire, vive le portrait, mais il y a une condescendance et un mépris derrière. Les portraits d'Ingres, ils vont ressembler finalement, surtout si je prends ceux de 1805, pour que le choc des images vous saute aux yeux, il va travailler comme son maître David. Vous avez ici un travail tonal profond, un caractère presque dufteux de la matière. On a un travail tonal tout en douceur. Regardez le pantalon, vous avez des taches jaunes, des taches noires, des taches blanches. Si on avait le nœud dessus, il y a tout un travail tonal très, très riche sur le pantalon. Et si vous regardez le visage, même chose, vous avez des noirs, vous avez des orangés, vous avez des rouges, vous avez des zones blanches. Vous avez toute cette palette qui va être travaillée, qui donne ce caractère, je disais, dufteux et doux à la peinture. Même chose avec la même année Mademoiselle Rivière, d'autant qu'il l'a placée sur un paysage de type Renaissance. Regardez la douceur de ce visage, la douceur du pli de la robe. On n'a pas l'impression qu'on a une feuille de papier qui a été pliée. On travaille tout en douceur. Même chose pour la fourrure. Le pli du gant est travaillé dans toute la tonalité possible. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 1845 ? Pourquoi a-t-il inversé ses études ? Voici une des premières études dont on dispose de la jeune fille, de la comtesse. Elle est inversée. Souhaite-t-il se compliquer? Voici une autre étude de la comtesse d'Aussonville, toujours inversée avec le quadrillage qui leur permet ensuite de reporter une image. Pourquoi a-t-il travaillé de manière inversée? Eh bien, s'il avait fait un autoportrait, il aurait travaillé avec un miroir. Et là, on pourrait expliquer une inversion. On n'est pas dans le cadre d'un autoportrait ici. Ingres ne s'est jamais travesti. Par contre, si on a une inversion, c'est parce qu'il a travaillé avec le daguerréotype. Le daguerréotype, je vous ai dit, sauf avoir utilisé un prisme ou un miroir, suppose une inversion. Et l'inversion, vous l'avez là. Sauf qu'une fois qu'il a voulu réinsérer pour créer une bonne composition le personnage dans le cadre initial, il va faire probablement poser à nouveau la comtesse d'Aussonville et l'inverser. Sur les thèmes des inversions, je vais vous montrer quelques autoportraits. Croyez-moi sur parole, vous verrez dans une seconde, sur cet autoportrait apparaît sur la droite un grain de beauté. Il est nécessairement inversé parce qu'on travaille en 1804 avec un miroir lorsqu'on fait des autoportraits. Sur l'autoportrait de 1835, on est toujours avec un miroir. Donc, le grain de beauté se trouve toujours à droite sur la représentation et je vous ferai remarquer également que le boutonnage masculin ne suppose pas la droite sur la gauche, mais la gauche sur la droite.
Or ici, le boutonnage est également inversé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En 1858, le boutonnage, on voit moins ici à cause de la projection, mais le boutonnage a retrouvé la gauche sur la droite, il n'est plus inversé et le grain de beauté, comme par hasard, est passé à droite. Même chose sur cet autre autoportrait de 1859. Le grain de beauté se trouve de l'autre côté. Pourquoi a-t-on une inversion? Parce qu'il ne travaille plus avec un miroir, et, enfin très probablement, ou alors il a travaillé un miroir et après avec un calque, c'est fort peu probable. Ce qu'il a probablement fait, c'est travailler à partir d'une photographie. On sait qu'il travaille avec les photographies de toute façon, dès son retour de Rome en 1841. Vous avez un certain Eugène Mirecourt qui rapporte que Ingres appréciait en particulier les photos de Nadar au point de travailler sans modèle vivant. Alors c'est peut-être un peu exagéré, ne serait-ce que pour retravailler sa composition dans le contexte d'un espace, mais par contre il travaille avec les photos de Nadar. Et on sait aussi dans un courrier qu'il faisait photographier ses œuvres parce que dans ce même courrier, il annoncera que son Saint-Pierre est terminé et qu'il attend l'arrivée des daguerréotypeurs. La deuxième chose qui me fait penser que la comtesse d'Aussonville est tirée d'un daguerréotype en sus de l'inversion initiale est la pose. Ce type de pose, si vous regardez dans l'histoire de l'art, je ne pense pas que vous allez beaucoup trouver de jeunes femmes en train de poser avec un geste de réflexion. On a vu qu'au XIXe siècle, les femmes ne réfléchissaient pas beaucoup. Je ne vois pas pourquoi elles se tiennent la tête dans un geste de pensée. Il y a bien la mélancolie de Dürer, mais c'est parce que c'était une allégorie de la mélancolie. Ici, elle n'a rien de mélancolique. Alors pourquoi ce geste en 1845? Eh bien, ce geste, vous allez le retrouver dans le daguerréotype de la même année. Vous allez le retrouver dans les calotypes de Hill qu'on verra tout à l'heure. Puis si vous regardez le portrait collectif, le portrait de groupe à droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. Sur ces 7 personnages, j'en vois au moins 1, 2, 3, 4, c'est 4 femmes plus le personnage à droite qui se prennent la tête. Pourquoi? Parce que c'est un geste traditionnel. Lorsque vous n'avez plus la machine qui vous tient la tête pendant 20 minutes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous tenez la tête. Et c'est donc ce geste qu'on va retrouver sur également cette Mademoiselle Ferny et Harriet, que vous retrouvez dans d'autres portraits de Hill. C'est systématique, ce qui leur permet de fixer le visage pendant le temps de pause nécessaire. C'est donc mon deuxième argument qui m'a permis de vous dire que Madame de Montesson, en 1845, est un portrait travaillé à partir d'une photographie. Ce que je comprends beaucoup moins, c'est qu'en 1856, Madame de Moitessier, elle aussi, se tient la tête, Madame Gonze également. Il y a un détail, on dirait presque un dessin photogénique, ce travail de dentelle qu'on voit ici, mais elle aussi prend la pose. Et puis Madame Ingres également. Alors Madame Ingres, il l'a quand même sous les yeux, a priori, je ne connais pas l'état de leur relation conjugale, mais quand même, c'était Madame Ingres. Alors pourquoi prend-elle la pose en 1859? Il n'a pas vraiment besoin de photographie, elle doit accepter de poser. Je suppose que la photographie a commencé à pénétrer les mœurs et on aime se faire représenter, prenant l'ancienne pose des daguerréotypes et des premiers calotypes, alors qu'on n'en a plus besoin. Encore moins sur le portrait de Madame Ingres. Je pense que ce portrait de Manet a des qualités qui sont propres à la photographie. Je dirais qu'il est d'essence photographique, ce qui ne veut en aucun cas dire que Fontaine-Latour a travaillé à partir d'une photo. Simplement, le goût esthétique pour ce type de portrait a changé. Rappelez-vous ce que je vous ai montré d'Ingres tout à l'heure. Les Ingres de 1805 n'ont plus rien à voir avec ce portrait. Ce portrait suppose une restriction de la palette tonale. Vous avez une gamme de gris sur le fond qui renvoie à ce qu'on trouverait sur un portrait de Manet par Nadar. Vous avez un effet de masse du vêtement, ça n'est pas le manque de qualité de la projection aujourd'hui ni des reproductions, simplement il y a un effet de masse. Et je vous ai expliqué tout à l'heure quand on avait vu les photos que le manque de sensibilité photographique, des émulsions photographiques dans les années encore 1860-1870 ne permet pas un travail
tonal parfait, surtout avec une veste noire. Donc vous avez un effet de masse et d'aplatissement ici, et un effet de contraste qui est propre à la photographie, soit c'est noir, soit c'est blanc, ce que vous avez ici. Même chose avec ce portrait de Sonia, qui est presque de couleur sépia. On a là encore un portrait d'essence photographique parce que le travail tonal émule quelque part. S'il ne copie pas, il émule l'esthétique de la photo. Voici un portrait d'un des grands photographes anglais, Turner. Rien à voir avec le peintre Turner, donc on dira Bracknell Turner. L'autoportrait avec son épouse. Vous avez un travail de contraste, vous voyez le noir de la cheminée par rapport au blanc du mur, peut-être que le mur est bleu mais on ne le voit pas, donc vous avez nécessairement dans ces photographies un renforcement des contrastes que vous ne trouverez pas a priori dans la peinture, normalement. En tout cas, l'acuité de l'appareil optique utilisé n'est pas la même que l'acuité rétinienne. Nous voyons plus de contraste que la caméra à cette époque-ci. Simplement, le deuxième élément qui m'intéresse, c'est le côté on tire les pauses, on ne bouge pas. Ils sont figés. Eh bien, avec Henri Fontaine-Latour toujours, autour du piano en 84, vous avez cette opposition, vous avez la simplification tonale qui semble être rentrée dans les mœurs, une nouvelle norme esthétique, héritée de l'esthétique de la photographie. 2, vous avez un travail de contraste puissant qu'on n'aurait pas trouvé auparavant. Et 3 surtout, et ça le journal amusant qui publie sa critique du salon 1885 quand le tableau est exposé le dit, il y a un petit côté, bougez pas, on prend la pause. Ils sont figés ici. Et il est très possible dans ce cas qu'il est effectivement, surtout pour un portrait de groupe, travaillé à partir d'une photographie. Je continue sur le thème des contrastes. À l'époque où vous avez des temps de pause longs et des ouvertures qu'on ne contrôle pas, soit vous tenez des pauses suffisamment longues pour saisir les zones sombres, et vous avez dans ce cas-là une surexposition des zones lumineuses, soit vous avez des détails dans les zones lumineuses et le reste très sombre. Donc vous avez un problème de contraste. Et dans le cas de lumière naturelle, ce qui est le cas avec ce calotype, et encore plus dans le cas de lumière artificielle. Les lumières artificielles à l'époque, et en particulier Nadar, c'est des batteries électriques et ce qu'on appelle le fil de magnésium incandescent, qui est l'équivalent d'un flash. Et vous voyez que sur sa série Les Catacombes, en voici une première, vous avez des zones très noires et des zones très éclairées, des zones de grisaille, certes avec ces cadavres, mais vous avez la même grisaille, vous n'avez pas de richesse tonale. Vous retrouvez cette grisaille, ces zones d'ombre et ces zones claires avec ce deuxième tirage sur papier des catacombes. Eh bien, un homme comme Honoré Daumier, qui n'aime pas beaucoup la photographie, lorsque je vois ce type de travail, il est en train de travailler le contraste. Alors, on pourrait supposer que dans les années 60, il est influencé par le japonisme de l'époque, le travail de silhouettage. Il y a une imprégnation du milieu et par la photographie et par l'esthétique japonaise. Mais son Don Quichotte et Sancho Panza a quelque chose d'une photo que vous prendriez avec le soleil de face qui fait que vos personnages sont en contre-jour, ce que vous avez donc ici. Même chose avec cet autre Don Quichotte et Sancho Panza, où il travaille en masse, ce qui n'était pas son habitude, des masses noires et des zones claires avec un travail de silhouettage. Je pense qu'on peut également le comparer avec à nouveau cette œuvre de Charles Nègre, avec l'arrière-fond qui est très blanc. Je vous ai dit tout à l'heure que quand il le peignait, apparaissaient des zones mordorées et des zones bleutées. Peut-être était-ce le cas pour ce mur également. Il n'avait pas de raison d'être aussi blanc. Il est blanc parce que les émulsions photosensibles ne distinguent pas les couleurs, en particulier pas le bleu du doré et du blanc. Alors pourquoi M. Daumier fait la même chose? Est-ce qu'il a choisi un mur beige avec un monsieur tout de noir vêtu? Certes, c'est un avocat, mais on peut aussi penser qu'il est en train d'émuler l'image photographique qui glisse peu à peu et s'infiltre chez les plus réfractaires, comme Honoré Daumier. Lorsque Manet travaille à partir de... Donc on passe à un autre artiste. Lorsque Manet travaille sur le portrait de Baudelaire,
En 68, Baudelaire est mort. Baudelaire est mort depuis 1 an, donc il ne peut pas travailler, il ne va pas aller chercher le cadavre, bien évidemment. Donc il est obligé de travailler à partir de photographie et de lithographie. Il travaille ici à partir de la photo de Nadar, et si vous comparez son travail d'eau-forte, il a renforcé les contrastes. Ce qui apparaissait grisonnant ici est marqué de rayures, de petites stries, mais la partie du front éclairé est extrêmement blanche, presque aussi blanche que le col, alors que sur la photo, le col apparaît plus blanc encore. Donc il a accentué ce travail de contraste dans son travail de gravure et d'eau forte. Sur cet autre exemple du portrait de Poe, qui devait probablement servir aux illustrations de la traduction par Baudelaire des histoires extraordinaires de Poe, il a travaillé à partir probablement d'une photo, d'une peinture elle-même provenant d'un daguerréotype. Donc le cheminement est le suivant, vous avez un homme au départ qui s'est fait tirer le portrait sous forme de daguerréotype, c'est le daguerréotype Thomson, à partir duquel a été fait une peinture, et il travaille probablement sur la photo de cette peinture. Si vous comparez la photo à sa gravure, là aussi vous voyez on avait une photo où le visage cette fois était tout à fait blanc, cette fois il va marquer des contrastes d'ombre et de lumière qui ne sont pas nécessairement réalistes, mais il va renforcer les contrastes parce qu'il aime ces contrastes. Ces contrastes, vous allez les voir également avec ce pastel, un pastel a priori il n'était pas en noir et blanc, simplement il est en collection privée, nous ne le connaissons aujourd'hui que sous forme de photographie, sauf le jour où il va ressortir chez Christie's ou Sotheby's. En attendant, on en a une version en noir et blanc qui renforce évidemment la parenté avec la photo. On peut imaginer qu'il a travaillé avec la photo que je vous présente ici de Mary Laurent. Chez lui se mélange le goût pour les contrastes japonais et l'influence de la photographie. On ne peut pas dire c'est l'un ou c'est l'autre, c'est l'un et l'autre, plus le fait qu'on est en 1881, qu'il est malade et peut de moins en moins marcher, donc de moins en moins courir après les actrices. Un autre exemple de portrait en photographie et comment ces portraits vont influencer la peinture, c'est le grand photographe Octavius Hill, qui est un Écossais, qui va faire ce portrait d'une femme qu'on jugeait très belle à l'époque, les mœurs et les goûts ont peut-être changé depuis, du nom de Elizabeth Rigby, qui deviendra après avoir épousé Monsieur Eastlake, donc Elizabeth Eastlake, mais elle est connue comme étant non seulement une très belle personne, mais pour avoir écrit le premier livre sur l'histoire de la photographie en 1847. Elle est également critique d'art et elle apprécie en particulier Hill comme photographe. Pourquoi? Parce qu'elle en parle comme un photographe du clair-obscur qui le maîtriserait comme Rembrandt. On parle de portrait rembrandtien. Et je vous donne cet autre exemple. Sargent, là, le peintre américain, et Whistler ont des expressions assez extraordinaires. Sargent dira « simply magnificent », Whistler dira « curiously attractive ». Ils sont surpris de finalement reconnaître que ces portraits sont peut-être des œuvres d'art parce qu'ils sont magnifiques et attractifs, diront l'un et l'autre. Ce qu'on apprécie dans cette peinture, c'est le travail de composition, le travail tonal. Ce n'est pas un clic sur un appareil photo, il y a un travail tonal sur le visage. Les rides ne sont pas trop marquées, mais elles sont présentes. Vous avez le mouvement de la main sur le livre pour créer un effet de duration qu'il travaille et cette lumière rembrandtienne. Ça, c'est la dimension psychologique, le développement de la composition, le travail tonal. Ce sont des mots qu'on connaît en peinture. Donc, je vous montre comment ces œuvres sont peu à peu admises, non plus comme des découvertes d'ingénieurs, mais comme étant des œuvres d'art à part entière. Et donc, les ingénieurs qui font fonctionner la machine deviennent des artistes. Mais il se trouve que Hill était au départ un peintre, peut-être pas des plus doués, mais c'était un peintre de paysage, et il va recevoir une commande en 1843 de l'Église libre d'Écosse, et qui va lui demander de faire une photo de groupe. Là c'est plus qu'un groupe, c'est la congrégation, la première réunion de la congrégation avec, je vais regarder les chiffres, je les ai plus en tête, 457 têtes. Alors si vous réfléchissez, en 1943, la photographie existe, c'est propagé. Comment on va faire 457 têtes? On va demander à 457 personnes de s'asseoir les uns après les autres. Il aurait pu le faire, mais en fait, il va s'associer à Adamson, qui va mourir en cours de route,
pour faire des photographies des uns après les autres. Et ça se voit ici. Première chose, regardez ce grand plan, ils ont tous la lumière sur le crâne. Alors, est-ce qu'on a flashé les uns à côté des autres? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas cohérent, c'est parce qu'ils ont le flash de la photo individuelle qui est reproduite sur le tableau de groupe ensuite. Deuxième chose, regardez, je prends un exemple. Ce personnage au centre, assis, le voici grossi. Il a été travaillé à partir de cette photographie qui a été légèrement modifiée. Et donc ces 457 têtes, il les a peintes avec sa femme Amélia à partir des photographies. Ça a pris un certain temps, comme vous avez pu remarquer sur les dates, puisque le tableau n'est acheté et livré qu'en 1866. Et puis il y a des choses qui gênent. Lorsque vous regardez ce groupe d'hommes à gauche, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a cette grande tête ici et une toute petite à côté. A priori, on ne devrait pas avoir une telle régression pour une personne qui est à quelques centimètres près derrière lui. Ensuite, vous avez ces deux femmes en haut, par exemple. On dirait un spectre, cette femme. Il n'y a pas la même luminosité. Il y a un problème d'intégration, de composition, parce qu'il a finalement reproduit des photos les unes à côté des autres. Quand vous regardez le groupe qui est ici, j'ai l'impression qu'il y a une photo avec les trois personnages d'un côté, et puis qui sont bien intégrés, et puis à côté, d'autres photos qui ont été collées. Donc on sent la machinerie artistique derrière. Curieusement, lorsque ce tableau va être reproduit, il va préférer à la lithographie la photographie, parce que chacun va vouloir avoir, les membres de la congrégation de l'Église libre, ils vont vouloir avoir ce portrait chez eux. Et comment on va faire? On va faire des 2 par 3, je crois. On va faire des reproductions photographiques avec une nouvelle fixation au carbone, faite de 3 panneaux, et c'est lui et surtout Amélia qui vont repeindre les portraits les uns après les autres. Donc on va travailler sur la photo repeinte pour travailler la reproduction de cette image. Un autre des grands peintres qui lui dit non, 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 je ne touche pas à la photographie, Frith, qui est un des grands peintres victoriens. Quand il expose Railway Station, donc Paddington Station, en 1862, il dit à ses élèves texto, ceci est d'après nature et seulement d'après nature. On peut imaginer que c'est vrai. Quand il avait exposé le Derby Day en 1858, Ruskin, qui est un grand spécialiste de la photo, on verra tout à l'heure, dit je vois une touche de sentimentalisme à la Dickens et une touche de daguerréotype dedans. Il reconnaît le daguerréotype, il reconnaît surtout la photographie. En daguerréotype, je ne suis pas sûre en 1858, mais la photographie, là, c'est sûr. Lorsque le même Frith est convié par la reine Victoria, que vous voyez ici en haut à droite, qui était ravie de cette peinture d'histoire, qui représente le mariage du prince de Galles, donc le fils aîné de la reine. Si on s'était retrouvé dans la situation de David avec le couronnement de David, il avait dû faire poser les personnages les uns après les autres, c'était difficile, mais quelque part, on n'avait pas des photographies qui permettaient à tout un chacun de dire oui, je le reconnais, non, je ne le reconnais pas. À partir du moment où il y a la photographie, ce type de peinture d'histoire contemporaine est concurrencé par toutes les photos de l'époque et il se doit d'un nouveau niveau de réalisme. La photographie a imposé une sorte de nouveau baromètre en termes de vraisemblance. C'est un petit peu le début de la bipolarisation. On les connaît, on les a vus en photo. Eh bien, c'est ce qui va s'imposer à lui ici. Alors, il n'a pas tellement le choix. Il reconnaît qu'il a dû travailler sur la photographie. De toute façon, on le sait parce que dans un courrier qu'on a de Frith, il a beau le nier, il demande à Dickens une photographie. Il lui dit vous allez chez tel photographe. Et après, il dit je ne l'ai pas utilisé in a slightest way. Et il dit qu'il n'a pas utilisé cette photo pour le portrait de Dickens parce que la photo était trop mauvaise. Mais ici, il le reconnaît, il n'a pas eu le choix. Parce que quand il s'agit des grands rois, en particulier le roi et la reine de Danemark, ils n'ont pas posé et il a été obligé de travailler avec des photographies. Donc voici un gros plan et voici le type de photo à partir de lequel il a dû travailler. Même chose avec le couple du prince de Galles et de son épouse. À partir du moment où il y a des photos colorées qui circulent, il se doit de les faire poser. Il n'a pas travaillé sur cette photographie, mais lui se doit d'avoir une certaine vraisemblance. Alors quand il y a une foule réunie comme ça, il travaille sur photographie, il l'accepte, mais il dit toute petite, à peine la taille d'un shilling. Mais elle est là, la photographie. Lorsqu'il travaille cette photo de la Private View de la Royal Academy, on reconnaît tous, encore une fois c'est un phénomène de bipolarisation comme on dirait,
tous se reconnaissent les uns après les autres. On n'a pas fait une photographie, on a fait une peinture, mais la peinture doit avoir les caractères de la photographie. On reconnaît au centre Layton, on reconnaît à gauche ici avec le haut de forme Dumouriez, l'écrivain et l'illustrateur, un certain Ténier sauf erreur juste derrière lui, et puis celui que vous reconnaissez tous, c'est Oscar Wilde à droite. Donc, s'il n'a pas travaillé avec des photographies, il les a fait poser les uns après les autres, et vous avez un certain Zickert à la fin du siècle qui dira qu'il était complètement inconsistant et sadique de faire poser le client plus d'une fois, ce qu'on peut comprendre au temps de la photographie. Il y en a un qui s'est fait prendre la main dans le sac. C'est une histoire qu'on raconte au XXe siècle. C'est Adolphe Yvon. Adolphe Yvon, grand peintre de peinture historique, qu'est-ce qu'il a fait? De peinture historique, mais surtout de grandes batailles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il représente Napoléon III dirigeant la bataille de Solferino comme un portrait équestre, monté. Il n'est pas allé sur le champ de bataille, monsieur Yvan. Par contre, ce qu'il a fait faire, c'est qu'il a demandé à Napoléon III d'être pris en photo aux Tuileries sur un cheval, monté. Et il présente ce tableau, très apprécié. Manque de chance, le photographe qui a travaillé pour lui va reproduire la photo et va la distribuer. Donc il est véritablement pris dans le sac parce qu'il n'a pas pensé à racheter le négatif, chose qu'on aurait fait aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui est arrivé au portrait? Le portrait est quelque part acculé. Je vous parlais tout à l'heure d'épiphanie. On annonce la fin d'un certain type de portrait. Sur la droite, vous avez ici un portrait qui s'annonce d'après la photo de Roger Fenton, sur lequel on reviendra, donc une lithographie directement dérivée de la photo que je vous montre sur la gauche. Donc finalement, ces grands artistes, même les lithographes, sont dépendants de l'image photographique. Il y a une inversion des hiérarchies, il y a d'abord la photo et après la représentation lithographique. Je vous montre ce portrait d'un certain Lacey Evans qui date de 1825. Le langage du portrait est un langage allégorique. Il évoque autre chose qu'une simple vraisemblance. Vous avez cet homme puissant qui va défier la mer, la tempête, l'orage, le feu dans l'arrière-plan. Il est reconnu à ses attributs. Vous avez le pistolet au sol et les cartes d'état-major, et de l'autre, le serpent terrassé et la tête de mort. Donc, c'est un conquérant, c'est un homme puissant qui domine les éléments. Simplement, est-ce qu'on peut encore peindre ce type de portrait après? Et surtout lorsqu'on a des photos du même homme, Lacey Evans, en 1855. Ça ne marche plus. Là, vous avez un homme de terrain. Alors, l'allégorie à côté, obsolescence annoncée, là, c'est obsolescence acquise. Quand on voit cet autre portrait de Garibaldi, il est annoncé, il avait gagné, sauf erreur, une médaille à la Royal Academy en 1861, il s'annonce d'après photo. Il est possible que ce soit la photo que je vous présente sur la gauche. Simplement, là encore, le mode allégorique qui montre la puissance de cet homme à la fois en Italie et aux États-Unis, cette puissance militaire qu'a représentée Garibaldi, en haut d'un rocher dominant les cieux et les mers, c'est un peu limite. On a une forme de mise en abîme, donc une forme de fin d'une certaine forme de portrait. Mais quand même, la peinture a certains avantages, ou la gravure. Lorsque vous comparez le daguerréotype du général Dufour à gauche, il est un peu maigrichon, notre général, un petit peu étroit d'épaule, un peu étroit de thorax, regardez ses bras, pas beaucoup de biceps, beaucoup mieux en gravure. Napoléon III, pris en photo par Meyer et Pearson. Il est assez puissant, le buste est triangulaire. Certes, le vêtement plisse un peu sur son bras droit, il ne plisse plus du tout sur la gauche, sur la peinture. Il est possible qu'on ait travaillé le rembourrage, on aurait pu d'ailleurs le faire sur la photo, mais quelque part il y a une perte d'aura. C'est Walter Benjamin qui travaillera sur la perte d'aura dès lors qu'on a une reproduction mécanique d'une œuvre d'art. C'est le cas à gauche, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il n'y a plus cette splendeur qu'on avait avec le portrait, qu'on retrouve avec les grands peintres tels Hippolyte, Flandrin ici. Et puis il y a un travail de lumière. Il est puissant, il est décidé, il peut faire face, non pas la caméra au peintre, ce qui n'est pas le cas sur la photographie. Et puis il y a un travail de lumière qui fait que la lumière n'arrive que sur son visage. La famille impériale. Si on ne dit pas que c'est la famille impériale, c'est n'importe quelle famille.
qui pose ici, alors que Napoléon III est le prince impérial, qui a dû peindre, étant donné l'âge du petit garçon, dans les mêmes années, voire dans les mêmes mois. Il est beaucoup plus puissant, sûr de lui. Là aussi, il confronte le peintre, il s'impose, il y a une autorité, il y a un retour d'aura en peinture qu'on a perdu avec la photographie. Surtout lorsqu'on contrôle les lumières. Regardez, il y a une entrée de lumière presque divine ici, avec ses rayons, et ce visage est éclairé. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aime, c'est cet aspect, ce torse, vous allez dire je fais une obsession, ce torse musclé et triangulaire que laisse supposer la peinture de Napoléon III. Par contre, sur la photographie, il a les épaules plus étroites que l'estomac et le manteau plisse. Sur cette autre photo, cette fois de l'impératrice Eugénie, ils ont tous les yeux qui tombent, c'est pas très glorieux. Regardez-la à droite, elle est belle, on l'a considérée comme une grande beauté. Elle a retrouvé son aura, elle a retrouvé le standing impérial qui aurait pu être royal. Le portrait, dans le cadre des grands de ce monde, conserve un statut et une aura que n'aura pas la photographie. Sur cette partie-là, j'espère que je vous aurai montré comment, dans le portrait, la photo va envahir la peinture, sauf dans le cas de la grande peinture des rois et des reines. Le portrait s'est donc généralisé à travers le procédé photographique. Baudelaire a une célèbre diatribe à ce sujet qu'il lança en 1859. La société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. C'était un petit peu le phénomène du selfie avant l'heure. On va maintenant voir comment ce procédé va influencer et la peinture orientaliste et la peinture d'histoire. Jean-Léon Gérôme, grand peintre académique de la deuxième partie du XIXe, est aussi un grand photographe. On sait que dès 1855, il y retournera en 1861, etc., il voyage au Moyen-Orient avec ses appareils photographiques en compagnie d'un jeune sculpteur que vous connaissez pour être l'auteur de la Statue de la Liberté, Bartholdi. Et il va collectionner les photographies avec lesquelles il va certainement travailler, certainement avec les siennes, mais aussi avec celles qu'il aura achetées sur le marché. Si vous regardez cette peinture, qui est une peinture qu'on dira orientaliste, il est à peu près certain que la topographie de la ville a été travaillée à partir d'un daguerréotype ou d'un calotype, mais regardez la coupole que vous avez dans le coin à gauche, regardez le dessin, les calligraphies, on les retrouve exactement sur cette photographie d'un certain Giraud de Prangé. Donc, on travaille le détail à partir de la photographie. Si je vous avais présenté Alma-Tadema, il a des milliers de photos chez lui et toutes ces peintures de l'Antiquité se font avec ses bases photographiques et ça lui permettra de décorer également sa maison. Donc ils utilisent les photos pour la peinture orientaliste mais pour la peinture antique également dans le cas d'Alma-Tadema. Lorsque Jean-Léon Gérôme présente Bonaparte devant le Sphinx, c'est une peinture qui date de 67-68 mais qui représente les campagnes napoléoniennes, là aussi il ne va pas imaginer un Sphinx, on ne peut plus imaginer le Sphinx, on travaille sur des bases photographiques. En voilà une, regardez le Sphinx ici, si vous comparez les ombres, ce sont exactement les mêmes. Il est possible qu'il ait travaillé avec cette photo en particulier. On va maintenant revenir à la peinture d'histoire contemporaine, une des plus connues, qui est celle de Manet et l'exécution de Maximilien. Je vais essayer de vous montrer à quel point les interprétations que vous pouvez lire encore aujourd'hui sur ce tableau sont probablement erronées. Il va peindre l'exécution de Maximilien dans ce qu'on appelle la version de Boston en 1867, probablement juste après l'exécution de Maximilien. Les contretemps sont importants dans cette histoire. On va recevoir en France, on va apprendre l'arrestation de Maximilien alors qu'il est déjà exécuté
au mois de juin 1867. Et on apprendra son exécution qu'en juillet 1867 et on a très peu d'informations. Avec ce tableau, il a travaillé sans information. Vous voyez un groupe, un peloton de soldats ici qui exécutent 3 personnages qui n'ont même pas de visage. On est dans le flou. Il leur a donné des habits sud-américains sans grand détail. Il ne sait pas, il n'a pas l'information. Et puis, c'est daté de 68-69, mais il est probable qu'il ait peint ce tableau plutôt au mois d'août 1867. Il nous présente cette deuxième version qu'on appelle la version de Mannheim aujourd'hui. À l'époque, au mois d'août, il y avait des rumeurs. On disait que les 3 exécutés se tenaient la main. On disait que le peloton était excessivement proche. On disait aussi que le peloton était composé de 4 fusilleurs. Or ici, si vous regardez, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e a probablement le képi ici et expliquerait la jambe supplémentaire au fond. 7 fusilleurs dans le peloton et un officier derrière. Un mur également. Or, le biographe de Manet nous dit qu'il a travaillé à partir des photos. Un Allemand du nom de Liebermann, si ma mémoire ne se trompe pas, en 1910 ouvre un album photo qu'on appelle l'album de Hambourg et il trouve des photos. Il trouve la photo d'un mur, il trouve la photo des exécutés, des condamnés et il trouve cette photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme par hasard, alors que la rumeur disait 4 plus 3 peut-être qui serait venu à la rescousse, et un officier. Donc ça n'est pas la rumeur qu'il a écoutée, il a travaillé à partir de photos effectivement. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est le costume. Si vous lisez les études courantes sur ce tableau, on va en faire une lecture métaphorique et on va vous dire que derrière cette peinture, c'est une critique de la responsabilité de la couardise de Napoléon III qu'il est en train de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il aurait vêtu les Mexicains qui tirent sur Maximilien et ses pairs avec le vêtement militaire français. C'est pas vrai au guêtre près. Seuls les guêtres permettent de soutenir ce type d'interprétation. Parce que si on regarde cette fameuse photo, c'est exactement l'uniforme des républicains du Mexique et des libérateurs du Mexique, c'est-à-dire des troupes de Juárez. Deuxième point, quand vous regardez ces visages, eh bien, ce ne sont pas des visages qui sortent de nulle part. Il a représenté Maximilien, vous voyez la ressemblance, et on savait à l'époque qu'il avait adopté le sombrero, on dira, mexicain. On reconnaît sur la droite le général Miramon et on reconnaît sur la gauche les traits de ce qu'on appelle l'Indien à l'époque de Mejía, les traits du général Mejía, sauf qu'il les a peints en raccourci. Donc là aussi, il a travaillé à partir de la photographie. Le dernier des personnages est Porfirio Díaz, qui est peut-être le plus connu des généraux républicains, sauf qu'il n'a probablement jamais assisté à cette exécution, l'exécution de Querétaro. Pourquoi? Parce que 2 jours avant l'exécution, il se trouvait à la tête des troupes de Juárez pour délivrer la capitale de Mexico. Mais c'était le général le plus connu, le plus représenté à Paris, qui donnait du sens à cette peinture. Et on pense qu'il regrettait peut-être cette exécution, d'où l'expression de l'officier ici. C'était aussi celui qui avait refusé de négocier avec Maximilien. La photo, au contraire, qu'on a de l'exécution est vraisemblablement un photomontage. Donc, lui a travaillé à partir de photos de l'époque, des reportages photos qui ont été mis à sa disposition pour représenter l'uniforme, pour représenter le mur, pour représenter les 7 fusilleurs. Mais par contre, ici, vous avez un photomontage. D'abord parce qu'on savait que la distance, on a su qu'après que la distance était de 5 mètres. Là, elle est respectée. On a su qu'après que, en fait, au centre, vous n'aviez pas
Maximilien, mais vous aviez le général Miramont. Apparemment, ici, c'est toujours Maximilien qui se trouve au centre. On sait aussi que le seul qui avait conservé sa veste était Maximilien et que les autres étaient en blouse, ce qui est le cas dans la représentation de Manet, ce qui n'est pas le cas ici, donc ça ne peut pas être une photo de l'exécution. Par contre, on avait bien à peu près, non, on n'avait que 1 mètre entre chaque personnage, donc ici encore c'est un trucage, il n'y a pas de mur, il y avait un mur, il n'y avait pas de foule, ici vous avez la foule et vous n'avez pas non plus 7 fusilleurs, un peloton de 7 personnes plus un officier. Donc alors que le tableau d'histoire contemporaine qui relève du reportage chez Manet, vous avez au contraire la photo qui elle est un photomontage. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'obsolescence programmée du portrait, du petit portrait. Eh bien, dans le cas de la peinture d'histoire, c'est éclatant. La peinture d'histoire, au début du 19e, c'est les œuvres de Girodet qui travaillent sur le modèle, sur les canons de beauté antiques. Les guerriers ici sont nus sur le modèle antique. Le personnage de droite, avec cette capeline rouge et robe bleue, a le bras qui glisse, le bras ballant, qui rappelle les positions du Christ dans les bras de sa mère, dans la Pietà. Vous avez des références classiques. Quand on a des photos de reportage, c'est plus possible. On a élevé les canons, je parlais de baromètre de vraisemblance, à un niveau qui ne permet plus cette peinture d'histoire. Lorsque vous regardez le massacre de Chios de Delacroix, donc la guerre grecque, là aussi vous avez des personnages sensuels sur la droite, tout droit sorti de la mort de Sardanapale, une autre peinture de Delacroix. Vous avez des femmes nues, vous avez à nouveau des guerriers allongés, blessés, nus. À partir du moment où vous avez le reportage de guerre, sur le type de ces milliers de photos dont on dispose sur la guerre civile américaine, vous ne pouvez plus faire de peinture d'histoire sur le mode classique. Donc du jour au lendemain, c'est terminé. Voici donc des morts qui n'ont rien du statuaire grec. Voici une tranchée, là encore une fois, il n'y a pas de nus, il n'y a pas de femmes sensuelles. Ils auraient peut-être préféré, mais ce n'est pas le cas. Vous avez le détail de la 7e infanterie ici. On ne peut plus travailler sur l'imaginaire. On est concurrencé par la photo et le reportage sur le terrain. Dans le cas de la guerre de Crimée, on a toute une série de photos qui est faite par un certain Roger Fenton qui se promène. Ici, c'est son assistant, Marcus Parling, qui est pris en photo avec une roulotte photographique que vous avez ici, le photographic van, avec tout le matériel photographique dedans. Vous imaginez les tirages, les planches, les papiers avec lesquels ils travaillaient. Et ils vont faire ce type de photos pour les officiers anglais et les Français, entre autres, les Écossais, qui participent à la guerre de Crimée contre les Russes. Et lorsque vous voyez cette peinture de Woodville, regardez le hussard ici, il respecte scrupuleusement la tenue du hussard. Alors la plume ou le plumeau ne se tient pas bien, mais c'est normal, on est en pleine action, il faut quand même donner du mouvement à cette peinture. Lorsque vous regardez l'assaut final de la bataille de Malakoff, Horace Vernet, donc dans la lignée des peintres Vernet, respecte lui aussi la peinture moderne, la peinture d'histoire moderne qui respecte les nouvelles normes qu'impose la photographie et le reportage de guerre. Regardez ici les deux zouaves, le zouave français est ici, vous le retrouvez dans la même tenue là. Vous avez ici nos officiers français qui reprennent avec la veste longue les détails de la photographie. Par contre, à gauche, ça n'est pas un personnage a priori français. Si je regarde d'autres photographies, à mon avis, il s'agit d'un officier écossais qui est ici présent. Quant aux corps qui sont représentés, repensez à ce que je vous ai montré auparavant, par exemple avec le radeau de la Méduse. Vous aviez des corps déchiquetés, mais qui étaient repris au statuaire grec. Ici, ça n'est plus le cas.
Et on va parfois le lui reprocher. Baudelaire, en 1946, donc bien avant, parlait déjà de l'exactitude de Vernet en ces termes. Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, Horace Vernet, quand il part photographier le Moyen-Orient, il dit « on photographiait comme des lions ». Ça va se sentir dans sa peinture, et voilà ce qu'en dit Baudelaire. Monsieur Horace Vernet est doué de deux qualités éminentes, l'une en moins, l'autre en plus. Nulle passion et une mémoire d'almanach. Qui sait mieux que lui combien il y a de boutons dans chaque uniforme, quelle tournure prend une guêtre ou une chaussure avachie par des étapes nombreuses. Donc on lui reproche le détail, mais la concurrence photographique fait qu'on n'a plus tellement le choix. Charles Blanc aura des mots assez durs. Il écrit Une famille d'artistes à la fin du siècle et il va parler des trois Vernet, c'est-à-dire de Joseph, de Karl et d'Horace. Et voilà ce qu'il dit d'Horace. L'œil d'Horace était comme le verre de l'objectif photographique. Il en avait les propriétés étonnantes, mais aussi, comme l'instrument de Daguerre, il voyait tout, il reproduisait tout, et cela sans choix, sans préférence. Il répétait le détail aussi bien que l'ensemble, que dis-je, beaucoup mieux, etc., etc. Et ça me fait toujours penser à cette phrase de Boileau, « Rien n'est beau que le vrai ». Le problème, quand il y a la quête du vrai, on peut se poser la question suivante, cette quête du vrai implique-t-elle une transcription littérale du détail? À partir de quel moment on va s'arrêter? La peinture réaliste, si elle entend rendre le détail, part perdante, parce que tous les ans, tous les 2 ans, cette photo est de plus en plus perfectionnée. Et donc, on peut comprendre pourquoi, à partir des années 70, on a une dérive vers une peinture impressionniste, post-impressionniste, symboliste, etc., qui amènera au XXe siècle que vous connaissez. On va maintenant regarder ce qui se passe. Excusez-moi, j'avais oublié une dernière citation. Je vous ai parlé de Daguerre et de l'exposé qu'avait fait Arago à l'Académie des sciences, lorsqu'il avait présenté la découverte de la photographie. Il avait censuré quelques passages que je vous redonne ici. Lorsque ce moyen sera connu, il ne sera plus permis de publier ces vues inexactes, car il sera bien facile alors d'obtenir en quelques instants l'image la plus précieuse d'un endroit quelconque. Eh bien, le texte avait été écrit par le peintre de La Roche qui disait « à partir d'aujourd'hui, la peinture est morte ». Eh bien, on n'est pas sûr de ces termes, c'est probable. Eh bien, il avait raison. Quand vous voyez ces peintures d'histoire, elles sont largement modifiées. Toute la tradition académique du statuaire grec et de la peinture classique sont modifiées par la présence de ces photographies.